Dans le cadre de cette présentation, je vais balayer plusieurs slides, peut-être avec une vitesse qui ne répondra pas à toutes les attentes. Ce que je vous propose, c'est que dans le cadre de la finalisation de cette conférence, il y aura accès à notre présentation et vous retrouverez l'ensemble des slides. Et par ailleurs, comme le précisait Xavier, un espace en fait est réservé à la fin de la conférence et si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Donc, je vous propose de faire donc un panorama et bonnes pratiques sur les diagnostics avant travaux et avant cela, je vais vous présenter la société que je préside, que j'ai créée en 2001, qui est donc le groupe Sodiatech et qui clôture sa 20e année d'exercice. Du coup, nous sommes motivés, impliqués et professionnels dans l'exercice de nos 3 métiers, à savoir le repérage avant et après travaux, sous l'angle du plomb, de l'amiante, des diagnostics déchets. Voilà. Et nous avons bien sûr un deuxième métier fondamental, c'est les diagnostics à la vente et à la location. Et par ailleurs, un troisième métier que nous avons développé au fur et à mesure de la connaissance et de la maîtrise de la réglementation et des enjeux associés, eh bien, nous avons développé une structure qui propose du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la formation amiante sous section 4, et c'est dans le cadre de sa filiale ING2A. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui un groupe constitué de 50 collaborateurs avec 3 implantations en Île-de-France, en région centre et en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un objectif pour cette année 2022 de consolider nos effectifs et d'entrevoir un développement tourné vers le développement national. Nous sommes animés par des valeurs fondamentales. La première valeur, c'est celle du professionnalisme, car en maîtrisant parfaitement l'environnement réglementaire, eh bien, ça nous permet de maîtriser ce qui relève de la technique, de briefer, former nos collaborateurs et d'avoir dans ce contexte de professionnalisme le client au centre, c'est-à-dire le service client prime et prévaut à nos interventions, et c'est ça qui nous anime. Deuxième valeur, c'est l'altérité. Nous sommes attentifs à la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi du coup au devenir de nos collaborateurs, de leur progression métier. Voilà. Et par ailleurs, eh bien, nous sommes animés de convivialité et ça, du coup, j'en suis le président garant. J'aime à dire que on peut allier le travail et la convivialité au sein de l'entreprise. Et voilà. Donc, nous sommes animés par ces 3 valeurs. Par ailleurs, je suis vice-président de la FIDI, comme Lionel l'a rappelé tout à l'heure, et je serai à votre disposition d'ailleurs pour répondre si vous avez des problématiques métiers. Donc la FIDI, c'est la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. J'en suis administrateur depuis 2004, la fondation de cette belle fédération, et je pilote le groupe de travail amiante, plomb et nouvellement PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. L'investissement syndical, il se fait au service de la filière. Ça permet de créer du lien avec les différents acteurs, de servir la filière et de défendre les intérêts de notre belle profession. Donc, je vous invite, si parmi les auditeurs, il y a des diagnostiqueurs immobiliers, des employeurs ou des responsables de services techniques, à venir nous rejoindre pour participer à nos différents travaux, groupes de travail, conférences dédiées à nos adhérents. Je vous propose un petit quiz. Alors, Xavier, est-ce que tu peux venir à mon aide? Je suis là, Laurent, je suis à côté de toi. Donc le quiz, donc il y a une première question, il y a 2 quiz, si je me trompe pas, Laurent. Donc le premier quiz, je vais projeter la première question. Cette question-là, tout le monde doit la voir. La question 1, alors je te laisse poser la question et les 3 réponses possibles. Alors, bien sûr, on s'inscrit dans le contexte des travaux avant démolition et du coup avant consultation prévue au premier trimestre 2022. Je suis maître d'ouvrage pour une démolition de 3 barres d'immeubles dont la construction date des années 50 et qui n'est pas en zone thermite. Je réalise les diagnostics suivants. Réponse A, aucun.
les diagnostics ne servent à rien. Réponse B, aucun. J'ai les 3 DTA, dossier technique amiante, et des DAPP, dossier amiante partie privative, et ça me suffit. Réponse C, amiante avant démolition et PEMD. Réponse D, amiante, plomb et diagnostic PEMD. Allez, voilà, donc il y a 4 réponses possibles. Il y a une réponse possible parmi ces 4. Donc, on vous laisse aller 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, je vois que ça hésite. 2, moi je vois les réponses. 1, 0, c'était un peu rotor, ça, Laurent. Je mets fin au vote et je partage les résultats. Voilà, Laurent. Bravo, eh bien, vous êtes 75% à avoir trouvé la bonne réponse. Et du coup, les diagnostics amiante, plomb et PEMD avant démolition. Alors, pourquoi DTA et DAPP ne sont pas suffisants? Je rappelle que le DTA, c'est le dossier technique amiante, et le DAPP, le dossier amiante partie privative. Ce sont des classeurs, ce sont des dossiers de traçabilité de l'amiante que l'on consulte et sur lesquels on consigne toutes les informations durant la vie du bâtiment qui concerne l'amiante et qu'on vient du coup consigner dans ce classeur. Donc évidemment, ils ne suffisent pas avant une démolition, puisque par essence, ou ils ne suffisent pas du coup dans le cadre d'un programme de travaux, parce que par essence, il y va y avoir des matériaux qui vont être sollicités et qui ne sont pas consignés. Par contre, il peut y avoir des informations dans ces dossiers de traçabilité que l'opérateur de repérage analysera et ça lui permettra de réduire ses investigations, voire réduire les analyses si les informations sont fiables. Le diagnostic PEMD, pourquoi? Parce qu'au 1er janvier, donc PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, et on y revient du coup dans une slide dédiée, au 1er janvier 2022, il est obligatoire, notamment pour les démolitions de plus de 1000 mètres carrés. Et le plomb, eh bien, attention, 1950, certes, c'est après 1949, date seuil du Code de la santé publique pour les constats de risque d'exposition au plomb, mais rappelons que jusqu'en 1993, on a pu introduire des miniums de plomb appliqués sur des éléments métalliques et que dans le cadre de la prévention des risques avant travaux, eh bien, il est pertinent de réaliser le diagnostic plomb. Bien, deuxième quiz. Allez, un deuxième quiz. Là, je lis la question. Voilà, je présente la question et les réponses possibles. Je suis promoteur. Je projette de démolir 2 maisons individuelles. Les diagnostics amiante et thermite avant vente m'indiquent que tout va bien. Je décide donc de lancer les opérations. Les opérations, bien sûr, de consultation-démolition. Réponse A. Cette session de présentation va me faire grand bien. Réponse B. Je maîtrise parfaitement l'enveloppe financière de mon projet. Réponse C, par acquis de conscience, j'appelle mon diagnostiqueur préféré et fais le point pour faire des compléments. Réponse D, je prends des risques financiers et juridiques. Alors, on vous laisse aller 10 secondes aussi pour répondre. 9, 8, là vous avez plusieurs réponses possibles. Hein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est un choix multiple, 0, voilà, vous avez fini de voter, vous êtes nombreux à voter, je mets fin au vote et je partage, Laurent, je te partage les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il en est, Laurent? Très bien. Alors, bien sûr, il y avait 3 réponses justes. Cette session de présentation va me faire grand bien. Ben oui, puisque nous allons aborder le panorama des diagnostics obligatoires avant la démolition. La deuxième réponse, par acquis de conscience, eh bien, j'appelle mon diagnostiqueur préféré, je fais le point pour faire des compléments. Bien évidemment, les diagnostics avant vente ne sont pas suffisants. Vous avez des obligations dans le Code de la santé publique et également dans le Code du travail de faire des repérages avant démolition qui vont porter du coup sur des matériaux qui n'étaient pas dans le programme de repérage du repérage avant vente, qui est un repérage qui est fait sur des matériaux normalement visuellement accessibles suivant 2 listes, la liste A et la liste B, qui sont définies dans l'annexe 13.9 du Code de la santé publique, et donc pas suffisant. Et bien évidemment, réponse D, je prends des risques financiers et juridiques, car ces repérages, comme on vient de le dire, sont limités et qu'il peut y avoir des normes déconvenues
ultérieure possible. Pourquoi je rappelle cet élément? Car bien souvent, on a une acculturation du maître d'ouvrage qui n'est pas suffisante et qui peut avoir tendance à croire et à se limiter du coup dans le cadre des repérages amiante avant-vente qu'ils sont suffisants pour gérer son opération. Et maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de cette présentation où nous allons aborder le repérage amiante avant travaux et démolition, le diagnostic plomb, le diagnostic termite, ce qui relève du coup du passage du diagnostic déchets au diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux et déchets, présenter, échanger du coup sur les enjeux pour la filière de tous ces diagnostics, et puis vous parler des bonnes pratiques et des retours d'expérience dans le cadre, bien évidemment, de ce que l'on maîtrise au sein du groupe Sodiatech. Bien, alors, dans le cadre du repérage amiante avant travaux et démolition, cadre réglementaire et normatif, eh bien, ce repérage amiante avant démolition, il est cadré par le Code de la santé publique dans le cadre du décret du 3 juin 2011, avec un arrêté qui était appelé, qui est l'arrêté du 26 juin 2013, qui définit les conditions du repérage. Ce repérage, il se fait suivant la liste C qui est définie dans ce décret. Voilà ce qu'on peut dire sur une réglementation qui existe depuis 2013 et qui a été complétée par le Code du travail dans le cadre d'une obligation plus large du repérage amiante avant travaux, qui s'inscrit du coup dans le cadre d'un décret, le décret du 4 mai 2012, qui définit les principes généraux de prévention, qui définit d'ailleurs ce que l'on doit faire quand on intervient à proximité ou sur des matériaux amiantés dans le cadre de la SS4, ou quand on intervient dans le cadre d'une opération de désamiantage ou de retrait d'amiante. Ce décret, il définit, en fait, c'est les principes généraux de prévention. Il prévient des risques d'exposition à l'amiante des travailleurs. La loi El Khomri nous a permis d'ouvrir un canal pour enfin définir le repérage amiante avant travaux, et celui-ci s'est précisé par le décret du 9 mai 2017 qui a défini le repérage avant certaines opérations et qui donc modifie et précise des principes généraux de prévention, particulièrement dans le cadre des repérages amiante, et qui définit les 6 domaines, dont ceux qui vous seront présentés ultérieurement et celui du bâtiment qui est l'objet de notre présentation. Par ailleurs, ce repérage amiante avant travaux a été caractérisé par l'arrêté du 16 juillet 2019 qui caractérise le repérage avant travaux dans les immeubles bâtis. Tout ça s'appuie sur un document qui est issu de la concertation de l'ensemble des professionnels du diagnostic, mais aussi maîtres d'ouvrage, laboratoires, utilisateurs. Eh bien, la norme 46020 définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage. Et par ailleurs, elle est citée par l'arrêté du 16 juillet comme réputée satisfaire aux exigences. Voilà pour le cadre réglementaire et normatif de l'amiante. Précisons que du coup, ce repérage en fait doit être adapté à la nature de l'opération, à son périmètre et suivant un programme détaillé des travaux qui doit être communiqué à l'opérateur de repérage. Et bien évidemment, le programme détaillé des travaux devra préciser les phases éventuelles. Vigilance, pourquoi vigilance sur le phasage des travaux? Il faut comprendre, et ça a été très bien introduit par la réglementation, que cette opération de repérage amiante peut être réalisée en plusieurs phases qui va coller avec les phases de la vie du chantier. On peut imaginer qu'après le curage vert, c'est-à-dire le retrait des produits et matériaux qui ne contiennent pas d'amiante, il puisse y avoir des accessibilités à des zones qui font l'objet d'une réserve dans le cadre de la transmission d'un pré-rapport. Et bien voilà une phase qui peut être abordée entre l'opérateur de repérage et le maître d'ouvrage pour compléter à l'issue de la réalisation de ces travaux de curage vert. Voilà, c'est un exemple. Tout ça pour vous dire que les différentes phases peuvent être aussi liées à des repérages de travaux qui sont modifiés en cours de chantier. On décide finalement de changer les ascenseurs alors que ce n'était pas prévu au départ de l'opération. Et bien voilà une nouvelle phase d'un programme des travaux qui doit être
préciser à l'opérateur de repérage qui, ça a été dit du coup dans cette réunion préalable, dans cette table ronde, il est de bon ton que l'opérateur de repérage se tienne à disposition du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et éventuellement de l'AMO, se tienne à disposition pour proposer les services de repérage complémentaires. Bien. Rappelons que l'opérateur de repérage doit être certifié amiante mention depuis le 1er juillet 2020, que celui-ci est responsabilisé pour déterminer le périmètre et le programme de repérage. C'est lui qui, à l'analyse du programme des travaux, définit le programme de repérage. C'est lui qui pilote les corps d'état nécessaires aux investigations. Rappelons qu'un diagnostiqueur n'a pas forcément les moyens pour intervenir sur une façade, que l'intervention d'un cordis sous section 4 peut être hyper pertinent, que coordonner les travaux d'un ascensoriste, d'un étancheur, éventuellement d'un maçon pour faire des investigations importantes au sein du coup d'un complexe de grosses œuvres. Voilà, tout ça, c'est le pilotage de ces corps d'état. Également, l'entreprise qui mettra à disposition des nacelles spécifiques adaptées à la configuration des locaux. Bien. L'opérateur de repérage définit ensuite les sondages, les zones présentant des similitudes d'ouvrage, notion hyper importante qui évite l'écueil rappelé tout à l'heure par Lionel d'une multitude de prélèvements et d'analyses sans réflexion préalable. Rappelons que ces ZPSO sont censés, au travers d'une pertinence du coup de similitude d'ouvrage, eh bien, limiter les sondages et les analyses pour valider du coup la présence d'amiante. Bien. Et puis, c'est lui qui fixe la stratégie d'échantillonnage. Ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage qui l'impose ni en amont ni pendant les opérations. Et le travail de l'opérateur ensuite, c'est d'envoyer pour analyse au laboratoire les échantillons qu'il aura réalisés. Le travail de l'opérateur de repérage dans le cadre de cet arrêté et de ce repérage avant travaux, c'est d'estimer également les quantités de matériaux et produits qui contiennent de l'amiante qu'il aura repéré. Alors, estimation des quantités en mètres unités, en mètres linéaires, en unités, en mètres carrés. Et petite précision que c'est à différencier de l'estimation de la quantité de déchets qui là eh bien, dépend de la technique utilisée pour le retrait de ces matériaux et produits contenant de l'amiante. Voilà ce qu'on peut dire en synthèse sur le repérage amiante avant travaux et démolition. Et pardonnez-moi, j'ai la rubrique du donneur d'ordre. Alors voilà, le donneur d'ordre, qu'est-ce qu'il fait dans le cadre de cette opération? Il communique, bien sûr, la liste des immeubles ou parties d'immeubles concernés. Il communique à l'opérateur de repérage le programme détaillé des travaux, les plans mis à jour. Et rappelons que l'arrêté caractérise que s'il n'existe pas de plan à jour, il les fait réaliser. Par ailleurs, il communique les dossiers de traçabilité, le DTA, le dossier technique amiante pour le bâtiment, ainsi que les différents rapports de repérage antérieurs dont il pourrait disposer. Le rôle également du donneur d'ordre, c'est lui qui prend les dispositions pour permettre l'accès à l'ensemble des locaux, c'est lui qui fournit les moyens pour accéder en sécurité aux matériaux et produits, et qui doit informer les occupants ou les exploitants des locaux concernés par la mission de repérage. Et enfin, bien sûr, il met à jour la mission et les rapports. On l'a dit tout à l'heure, s'il y a une modification du programme de travaux et en cas de pré-rapport, les réserves qui sont liées à l'accès ou aux investigations complémentaires, eh bien, une mission de mise à jour du rapport en temps voulu doit être programmée. Bien, je vous propose dès lors de passer le focus sur le diagnostic plomb avant travaux. Rappelons que le CREP, le constat de risque d'exposition au plomb qui est prévu dans le Code de la santé publique et qui s'applique pour les repérages avant vente, notamment des bâtiments d'habitation construits avant le 1er janvier 1949, eh bien, ce constat de risque d'exposition au plomb n'est pas applicable. Le repérage, on peut dire du repérage plomb qu'il n'a pas encore de cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire de faire un repérage. Ce n'est pas écrit comme tel. Par contre, ça s'inscrit dans les principes généraux de prévention du Code du travail, car le plomb est un CMR au titre donc CMR cancérogène, mutagène, reprotoxique, et le plomb est reprotoxique. Dans ce contexte-là, il doit être fait une évaluation des risques
avant travaux, pour respecter des valeurs limites d'exposition professionnelle, pour respecter des valeurs limites biologiques et bien évidemment, pour permettre de caractériser tout ça, il faut bien réaliser un repérage. L'AFNOR a été du coup sollicité pour publier une norme qui est enfin sortie en juin 2021, la NFX 46035, qui définit un contenu, une méthodologie et des modalités de réalisation de missions de repérage du plomb avant travaux. Nous avons donc un document qui nous dit que le diagnostic plomb doit porter sur un programme des travaux qui doit être utilisé, comme pour le CREP, un appareil à fluorescence X. Et par ailleurs, ça c'est une notion très importante à comprendre, il n'y a pas, dans le cadre de l'élaboration de cette norme, il n'a pas été choisi de définir un seuil. Contrairement au CREP, 1 mg par centimètre carré, qui définit un seuil à partir duquel on considère que l'ingestion pour les enfants en bas âge pose problème pour l'organisme, et donc créer un seuil, il n'y en a pas pour le Code du travail. Il relèvera à la maîtrise d'ouvrage de transmettre les tableaux de résultats et à l'entreprise, en fonction de son mode opératoire, de faire son analyse des risques. Nous prêchons du coup pour qu'à un moment donné, un seuil soit défini. Je pense qu'il y a une vraie complexité. En tout cas, il faut comprendre qu'un repérage plomb avant travaux ne définira pas de seuil et posera problème entre une communication entre l'opérateur de repérage et son maître d'ouvrage. Et ça sera à l'opérateur d'être pédagogique dans l'explication de ce sujet. Bien. Le repérage plomb doit faire… alors, pour faire un diagnostic plomb, il faut faire appel à un opérateur certifié. Et voilà, un petit rappel, c'est que, et nous l'avons fait du coup dans le cadre du quiz, rappelons que les céruses sont majoritairement présents dans les biens avant 1949, mais qu'on peut retrouver également des feuilles de plomb et notamment des miniums jusqu'en 1993 dans le bâtiment, et que pour le coup, il n'est pas à négliger dans le cadre notamment de l'évolution des réglementations, du diagnostic déchets et du recyclage, de la réutilisation ou du réemploi de ces matériaux. La présence ou pas de plomb sur des éléments métalliques peut avoir des influences sur la capacité du retraitement du matériau. Passons au diagnostic thermite avant travaux. Alors, pareil que pour le plomb, il n'est pas écrit clairement qu'il y a une obligation de faire un diagnostic thermite avant travaux. Mais c'est conseillé dans les zones qui sont définies par arrêtés municipaux ou préfectoraux. Et donc, je fais un petit rappel sur la lutte contre les termites qui est caractérisée dans le Code de la construction et de l'habitation. L'idée, ce n'est pas d'éradiquer les termites dans cette programme de lutte, mais de protéger l'acquéreur et le vendeur d'un éventuel recours et d'éviter la propagation des termites en réduisant les zones de propagation. Donc, alors pour ce faire, pour trouver en fait les zones qui sont définies par arrêté municipal ou préfectoral, vous pouvez trouver cette information sur l'Observatoire national des termites, dont l'adresse figure sur ces slides, qui définit une cartographie assez précise, commune par commune. Rappelons qu'en cas de démolition d'un bâtiment dans une zone à risque, les bois et matériaux contaminés seront incinérés sur place ou traités avant transport, si destruction par incinération sur place impossible. Par ailleurs, rappelons également qu'une déclaration en mairie sera à faire en cas de présence de termites. Et que, pour le coup, c'est un état des risques qui est lié à la présence de termites dans le bâtiment qui sera délivré. Rapport de mission qui identifie les indices d'infestation ou la présence de termites et qui identifie dans le cadre des constatations diverses s'il y a des champignons lignivores, des insectes à larves xylophages ou autres parasites du bois détectés dans le cadre de ces investigations. L'intérêt qu'on peut également caractériser, c'est l'intérêt pour le réemploi ou la réutilisation, et on verra dans les slides suivants que c'est dans l'air du temps. Slide suivant, en fait, nous y arrivons. Je vais vous expliquer en fait ce qui relève de l'évolution de la réglementation, où on va passer du diagnostic déchets
au diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Donc, jusqu'au 31/12/2021, il y a obligation de faire réaliser un diagnostic déchets. Ça s'inscrit du coup dans un décret de 2011 et un arrêté de 2011 qui dit qu'avant tout permis de démolir ou avant acceptation des devis ou passation de marché pour les bâtiments de plus de 1000 m2 ou pour les bâtiments d'activité agricole, industrielle ou commerciale ayant eu usage d'une substance dangereuse, eh bien, il y a obligation de réaliser un diagnostic déchet. Quel est l'objectif de ce diagnostic? Quel était l'objectif de ce diagnostic? Fournir la quantité, la nature et la localisation des matériaux produits de la construction issus de l'usage, avec caractérisation des déchets résiduels issus de l'usage ou de l'occupation des locaux. Ce diagnostic indiquait les possibilités de réemploi des matériaux sur site et les filières de valorisation ou l'élimination des déchets. Mais on était sur une caractérisation du diagnostic des déchets du bâtiment. Déchets qui sont de l'ordre de 3, les déchets inertes, les déchets non dangereux ou les déchets dangereux. Et on devait caractériser en gros les possibilités de recyclage, le traitement du coup en déchets inertes, en déchets non dangereux ou en déchets dangereux. Bien. Pour ce faire, des diagnostics connexes étaient nécessaires, des repérages amiante bien sûr avant démolition, des diagnostics pollution des sols, pour les friches militaires, tout ce qui relève du coup de la caractérisation pyrotechnique, du diagnostic plomb avant travaux, du diagnostic thermite, voire du coup des éléments qui permettent de caractériser les substances dangereuses présentes dans le bâtiment. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on a changé un petit peu de paradigme, on a changé de caractérisation. Aujourd'hui, c'est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, du coup, qui introduit l'évolution du diagnostic déchets en diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. Et celui-ci sera donc obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour les démolitions, pour les rénovations significatives de bâtiments. Alors, qu'est-ce que c'est que la démolition, la caractérisation, c'est que c'est désormais la surface cumulée de plancher. Ça a été précisé parce que parfois, on pouvait avoir sur 3 bâtiments différents un maître d'ouvrage qui dit voilà, j'ai 300, 600 et 900. Du coup, je m'affranchis du diagnostic déchets. Non, c'est la surface cumulée des planchers d'une même opération qui, si elle est supérieure à 1000 m2, rend obligatoire ce diagnostic. Par ailleurs, une notion très importante qui vient du coup augmenter le nombre des opérations concernées, ce sont les rénovations significatives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rénovation significative? C'est dès lors où 2 éléments de seconde œuvre sont majoritairement remplacés. Nous attendons un arrêté qui viendra caractériser ce qui est attendu dans la sémantique majoritairement remplacé. Par ailleurs, et ça du coup c'est resté, lorsqu'une activité agricole, industrielle ou commerciale a fait l'objet d'un usage d'une substance dangereuse, eh bien, le diagnostic PEMD sera obligatoire. La loi AGEC, très bien, elle a caractérisé cette évolution et nous attendions des décrets qui sont sortis fin juin de cette année, 2 décrets qui définissent le périmètre du diagnostic et son contenu, ainsi que les compétences du diagnostiqueur. Voilà ce qu'on peut dire sur le contexte réglementaire du diagnostic PEMD. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a un changement de paradigme, une autre façon de voir ce qu'est un bâtiment. Le bâtiment aujourd'hui, il n'est plus considéré comme un déchet, mais il est considéré comme un gisement. Un gisement, une ressource. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans une éco-responsabilité. Alors, on a un cycle qui commence par la conception et la construction, approvisionnement durable, éco-conception, une écologie industrielle et territoriale, une économie de la fonctionnalité. On parle
du BIM, les enjeux du BIM demain, hein, d'avoir en fait caractérisé l'ensemble des éléments à la construction du bâtiment pour permettre, pendant la vie en œuvre du bâtiment, eh bien d'intégrer des éléments de réutilisation à la conception de ce bâtiment, de réparer, de réemployer. Et dans le cadre de la fin de vie, et là, on boucle, eh bien, c'est d'envisager le recyclage et la valorisation énergétique, par exemple, hein, pour enfin envoyer en déchet ultime ce qui ne pourra se recycler, se valoriser. Bien, voilà le petit schéma qui permet de comprendre ce qui relève du coup de la loi AGEC et de l'éco-responsabilité. Alors, diagnostic PEMD, c'est un rapport de mission qui sera livré à la maîtrise d'ouvrage et qui va analyser les éléments constitutifs du bâtiment sous l'angle de la structure, de l'enveloppe, du second œuvre, des équipements techniques, des aménagements extérieurs. Le rapport, du coup, va recenser et estimer les produits, matériaux, équipements à fort potentiel, constituer des fiches qui vont caractériser notamment l'état de conservation et proposer des pistes de réemploi, de réutilisation, de recyclage, de valorisation, pourquoi pas énergétique, ou d'élimination. Par ailleurs, il sera évidemment étudié, et on le comprend, des facteurs de réemployabilité sous l'angle de la technique, bien sûr. Est-ce que les techniques de démontage permettent de récupérer le matériau? Il faudra se poser la question. Parfois, ça sera tellement compliqué qu'il n'y aura pas d'économie associée. Dans le temps, est-ce que les repreneurs intéressés pourront intervenir dans des délais qui sont compatibles avec le projet, hein. Le maître d'ouvrage, bien sûr, lui, il a des attentes et un calendrier à respecter. Des facteurs de remployabilité économique, le prix de revente sera-t-il compétitif par rapport au neuf? Mais on peut aussi envisager des pistes, non pas de revente, mais de dons, hein. Les associations pourront être intéressées pour reprendre des éléments. Et par ailleurs, la revente permet-elle une opération à minima à coût neutre? Évidemment, ce sont des questions économiques importantes à se poser. Et par ailleurs, autre facteur, c'est le facteur organisationnel. Est-ce que l'impact du démontage est-il compatible avec le planning de l'opération? Bien, tout ça, évidemment, c'est une nouvelle façon de caractériser ce qui est constitutif d'un bâtiment proposé à la rénovation ou à la démolition. Et par ailleurs, précisons que le maître d'ouvrage, à l'issue des travaux, est tenu de dresser un formulaire de récolement. Il va y avoir un point zéro qui sera fait avec le diagnostic PEMD et en fait un compte-rendu de synthèse au travers de ce formulaire de récolement. Nouveauté dans la réglementation, ce n'est plus transmis à l'ADEME, c'est transmis au CSTB. Et bien sûr, il y aura une vocation du coup à exploiter les données, notamment pour répondre aux obligations de la France dans le cadre de ses engagements européens. Par ailleurs, le formulaire mentionne la nature et la quantité des déchets, la nature et la quantité des matériaux qui auront été réemployés ou qui sont destinés à l'être, celle des déchets effectivement réutilisés, recyclés, valorisés, la liste des déchets dangereux et par ailleurs, la liste, la cartographie des entreprises, des centres de collecte ou de valorisation dans lesquels les produits, matériaux et déchets ont été déposés sur la base de la preuve du dépôt de ces déchets. Nous sommes en attente d'arrêtés spécifiques pour caractériser tout ça. Le formulaire est aujourd'hui à l'étude et la FIDI travaille d'ailleurs activement sur ce sujet. Ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que le groupe Sodiatec du coup a travaillé une solution PEMD avec Batirim, qui est une solution digitale. Rappelons que Batirim est une filiale du groupe Suez et que pour le coup, nous avons une solution aujourd'hui qui est efficace pour caractériser ce qui relève des obligations de ce diagnostic PEMD. Alors, je vous propose, et j'essaye du coup de pas trop déborder, les diagnostics, donc enjeux de la communication et de transparence des échanges. Donc,
Rappelons que les diagnostics avant travaux sont les premiers maillons d'une chaîne vertueuse. Ils s'inscrivent dans la prévention des risques, financiers, humains, mais aussi dans l'éco-responsabilité. Alors, les écueils à éviter pour l'opérateur de repérage. Eh bien, ce qu'il faut éviter, c'est les réserves en catimini dans un rapport. Il n'y a rien de plus désagréable que de se justifier a posteriori d'avoir écrit une réserve et qu'elle soit en tout petit dans un rapport. Ça, évidemment, c'est pas bien. Par ailleurs, s'il y a un pré-rapport qui a été fait qui caractérise des investigations complémentaires, il faut l'écrire clairement. Voilà, un autre écueil qu'il peut y avoir dans les rapports d'opérateurs de repérage, c'est une absence de plan qui cartographie les informations, une absence de photos. Par ailleurs, un manque de communication entre le technicien et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre. Évidemment, ça, c'est l'écueil qu'on voit. Le technicien, il livre son rapport par mail, il ne fait pas de compte-rendu, il n'y a pas de coup de téléphone qui part. En gros, on ne sait pas trop, on a confié la mission et puis ben, ça, c'est un écueil et qui peut poser problème ultérieurement. Eh bien, voilà, on le disait, restitution du rapport par email ou courrier sans réunion de présentation pour les opérations d'importance, mettant en scène de la maîtrise d'œuvre, de la coordination SPS, différents types d'intervenants des entreprises qui sont concernées par les problématiques amiantes. Une réunion de présentation est hyper intéressante et pertinente et permet du coup aussi d'aborder les points qui posent problème. Alors, les points qui posent problème, c'est en amont de la proposition. Réfléchissons aux différents corps d'État à piloter, qui s'en occupe, comment on cadre les choses, aborder les points qui posent problème à la signature de la commande et lors d'une première réunion de préparation. L'idée également, eh bien, c'est de communiquer clairement sur les réserves, dans la conclusion du rapport, sur les plans, par courrier d'information et par présentation en réunion. Voilà ce que je peux vous livrer dans le final de cette présentation et vous préciser que la conclusion d'une mission réussie, elle relève bien sûr du savoir-faire et de la compétence de l'opérateur de repérage, hyper important, mais également du faire savoir. Communiquer, c'est un enjeu très important et donc une mission de repérage, ce qu'on peut se dire avant de se dire au revoir, c'est qu'une mission de repérage avant travaux, elle se construit ensemble entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'opérateur de repérage. Et bien sûr, elle est basée sur la confiance et la transparence des échanges tout au long de la mission. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie. Si vous voulez contacter le groupe Sodiatech, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mes coordonnées et je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci Laurent. Avant de partir, il y a quelques questions quand même pour toi. Merci pour cette belle présentation, effectivement fort instructive, notamment bon, sur tous les aspects, mais notamment le PEMD là, qui est une nouveauté. J'avais une petite question là, personnelle, mais j'en vois, il y en a plein dans les fils des questions-réponses. C'est le PEMD, donc c'est finalement ce que j'en conçois, c'est que c'est la naissance d'une nouvelle prestation. Laurent, et presque d'une nouvelle filière, parce que à la fois il faut il y a quelque chose de nouveau, mais il faut après des gens pour prendre en charge tous ces matériaux, ces déchets qui vont ce recyclage, ce réemploi, ces réutilisation. Donc il y a un enjeu colossal là derrière quand on tire le fil de cela. Ça c'est la première question. Et puis j'en pose deux en une. Hein. Qui est-ce qui peut réaliser ces diags là? Pour moi c'est pas très clair. Est-ce que c'est un diagnostiqueur? Est-ce que c'est réglementé ou pas? Très bien. Alors, bien évidemment, tout ce qui est accompagnement du coup dans le cadre du réemploi de la déconstruction fera l'objet de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage du coup dans le cadre des déconstructions. Et pour le coup, on peut observer que l'ensemble de la profession des maîtrises d'œuvre, des architectes, de l'ingénierie, c'est largement acculturé tout au long des derniers mois, puisque évidemment cette réglementation, et tu l'as dit Xavier, elle va bouleverser nos comportements, l'éco-conception, la vie de l'ouvrage et enfin du coup son démantèlement. Tout ça, eh bien, ça participe de la prise de responsabilité de l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est le premier sujet.
on va voir apparaître des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et je pense que c'est aussi une voie de diversification pour les opérateurs de repérage que de commencer à construire des relations qui, après réalisation du diagnostic PEMD, on comprend aussi que le formulaire de récollement, bien évidemment, il faudra certainement être au service de la maîtrise d'ouvrage pour compléter la mise à jour de ces fiches en fonction du réemploi, de la réutilisation qui aura été opérée. Et je pense que l'opérateur de repérage, il a un très gros enjeu à jouer dans cet accompagnement. Oui, c'est marqué que c'est les diagnostiqueurs qui peuvent réaliser cette prestation? Alors, dans le cadre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil et le suivi, ça, c'est pas cadré. Ce qui est cadré, c'est les deux décrets. Premier décret qui fixe le contenu du rapport, deuxième décret qui fixe la compétence de l'opérateur. Et du coup, je vous invite à regarder les références du décret qui figurent dans la présentation et l'ensemble des auditeurs y aura accès. Le contenu du coup de la formation minimale, des prérequis pour l'opérateur intervenant dans le cadre de ce diagnostic sont bien définis. Ok. Merci. Alors, j'aborde les questions du public. J'en vois donc voilà donc celle peut-être qui a été likée. Il y a des questions qui sont likées. Depuis cet été, un arrêté est sorti pour tout diagnostic plomb avant travaux. Alors ça c'est Monsieur, Madame Despaoli qui dit voilà, j'ai vu ça sur Diagactu. Non, c'est la norme qui est sortie. Hein. C'est la norme qui cadre le repérage plomb avant travaux, mais il n'y a pas d'arrêté précis à ma connaissance qui fixe, comme pour l'amiante, l'arrêté du 16 juillet 2019, lequel dit très clairement qu'avant tout programme de travaux, il faut faire un repérage amiante. Eh bien, pour le plomb, ce n'est pas encore d'actualité réglementaire. Oui. Une question d'un spectateur anonyme qui dit finalement il va falloir prévoir une grosse enveloppe financière éco-responsabilité, ok, mais quelle incitation pour les maîtres d'ouvrage? Effectivement, là, il y a des nouveaux budgets, des nouvelles dépenses qui vont être pour la maîtrise d'ouvrage. Finalement, ils ont deux enjeux, les maîtres d'ouvrage en ce moment. Sur le neuf, c'est la RE 2020 qui impose des contraintes énergétiques et bioclimatiques énormes. Et puis, effectivement, sur la rénovation, plus de 1000 mètres carrés aussi, ils vont avoir des nouvelles contraintes. J'ai employé le mot paradigme. Le paradigme, en fait, c'est le bouleversement en fait de la conception et de l'idée qu'on se fait aujourd'hui de la vie d'un bâtiment. Il y a des bouleversements à changer, comment dire, des nouvelles façons de voir les choses, et ça passe. C'est au long cours qu'on va y arriver. Mais la réglementation va dans le bon sens et bien sûr, la maîtrise d'ouvrage doit intégrer l'ensemble de ces contraintes dans ses programmes de conception et doit l'intégrer dans ses programmes financiers. À la revente du coup d'une nouvelle opération, eh bien, il faudra certainement intégrer des surcoûts qui sont liés à ces nouvelles réglementations thermiques pour la RE 2020 et pour ce qui relève du diagnostic PEMD. Oui, effectivement, il y a des nouveaux enjeux et les diagnostiqueurs, les opérateurs de repérage, les maîtres d'œuvre ont une grosse place à jouer. En tout cas, vous êtes au cœur de ce sujet. Merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention.